Jean Jaurès, le 21 novembre 1893. Oui, par le suffrage universel, par la souveraineté nationale qui trouve son expression définitive et logique dans la République, vous avez fait de tous les citoyens, y compris les salariés, une assemblée de rois. C'est de leur volonté souveraine qu'émanent les lois et le gouvernement. Ils révoquent, ils changent leurs mandataires, les législateurs et les ministres. Mais au moment même où le salarié est souverain, dans l'ordre politique, il est dans l'ordre économique réduit à une sorte de servage. Oui, au moment où il peut chasser les ministres du pouvoir, il est, lui, sans garantie aucune et sans lendemain, chassé de l'atelier. Son travail n'est plus qu'une marchandise que les détenteurs du capital acceptent ou refusent à leur gré. Il est la proie de tous les hasards, de toutes les servitudes, et à tout moment, s'il veut exercer son droit légal de coalition pour défendre son salaire, il peut se voir refuser tout travail, tout salaire, toute existence par la coalition des grandes compagnies minières. Et tandis que les travailleurs n'ont plus à payer dans l'ordre politique une liste civile de quelques millions aux souverains que vous avez détrônés, ils sont obligés de prélever sur leur travail une liste civile de plusieurs milliards pour rémunérer les oligarchies qui sont les souveraines du travail national. Et c'est parce que le socialisme apparaît comme seul capable de résoudre cette contradiction fondamentale de la société présente. C'est parce que le socialisme proclame que la République politique doit aboutir à la République sociale. C'est parce qu'il veut que la République soit affirmée dans l'atelier, comme elle est affirmée ici. C'est parce qu'il veut que la nation soit souveraine dans l'ordre économique pour briser les privilèges du capitalisme oisif, comme elle est souveraine dans l'ordre politique. C'est pour cela que le socialisme sort du mouvement républicain. C'est la République qui est le grand meneur. Traduisez-la donc devant vos gendarmes. Et puis, vous avez fait les lois d'instruction. Par là même, vous avez mis en harmonie l'éducation populaire avec les résultats de la pensée moderne. Vous avez définitivement arraché le peuple à la tutelle de l'Église et du dogme. Vous avez rompu, non pas ces liens vivants dont je parlais tout à l'heure, mais les liens de passivité, d'habitude, de tradition et de routine qui subsistaient encore. Mais qu'avez-vous fait par là? Ah ça, je le sais bien, ce n'était qu'une habitude et non pas une croyance qui survivait encore en un grand nombre d'esprits, mais cette habitude et inconsolant. Eh bien, vous avez rompu la vieille chanson qui berçait la misère humaine. Et la misère humaine s'est réveillée avec des cris. Elle s'est dressée devant vous et elle réclame aujourd'hui sa place, sa large place au soleil du monde naturel, le seul que vous n'ayez point pâli. De même que la terre perd par le rayonnement nocturne une partie de la chaleur que le jour y a accumulée, une part de l'énergie populaire se dissipait par le rayonnement religieux dans le vide sans fond de l'espace. Or, vous avez arrêté ce rayonnement religieux, et vous avez ainsi concentré dans les revendications immédiates, dans les revendications sociales, tout le feu de la pensée, toute l'ardeur du désir. C'est vous qui avez élevé la température révolutionnaire du prolétariat. Et si vous vous épouvantez aujourd'hui, c'est devant votre œuvre. Et je suis en droit de conclure que le socialisme est à ce point un mouvement profond et nécessaire qu'il sort si évidemment, si puissamment de toutes les institutions républicaines, laïques, démocratiques, que pour combattre le socialisme, vous allez être condamnés dans tous les ordres, dans l'ordre politique, dans l'ordre fiscal et dans l'ordre syndical, à une œuvre de réaction. Eh bien, faites-la, essayez-la, et pendant que vous userez de ce qui peut vous rester de force et de prestige à lutter contre le peuple en marche, dans les intervalles que nous laisserons vos persécutions impuissantes, nous apporterons les projets de réforme que vous n'ayez pas apportés. Et puisque vous désertez la politique républicaine, c'est nous, socialistes, qui la ferons ici.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette très belle lecture, hein, Théo. Je vais commencer cette introduction par citer Madeleine Reverriou, que Gilles Candard a bien connue puisque c'était sa directrice de thèse, et qui écrivait il y a quelques décennies maintenant. Si l'on s'est mépris sur le personnage, cela tient essentiellement à deux raisons. D'une part, la dualité de la tradition politique issue de Jaurès, tradition social-démocrate, tradition communiste, a longtemps transformé en champ clos l'histoire de sa vie et le sens de son message. D'autre part, son œuvre écrite immense mais fragmentaire reste dispersée, si bien que son action militante est connue plutôt par la légende que par de solides études. Une fin tragique fait peser sur la vie de Jaurès l'incertitude et l'ambiguïté. Alors, depuis ces mots écrits donc, par Madeleine Reberriou, heureusement, il y a eu de solides études sur lesquelles nous allons pouvoir revenir aujourd'hui, nous appuyer aujourd'hui. Donc, c'est l'ambition de cette table ronde que de rendre accessible à un public élargi la pensée de Jaurès sur un concept, enfin une institution qui pose question à gauche, qui suscite le débat à gauche, à savoir l'État. En effet, au contraire de Marx et d'Engels qui prévoient le dépérissement de l'État, Jaurès en propose une lecture plus positive, une approche plus positive qui voit donc dans l'État juste un outil de protection des travailleurs à partir duquel peut se réaliser un socialisme républicain. Alors pour Jaurès, la synthèse entre la tradition républicaine issue de la Révolution française et le mouvement ouvrier, la sociale, doit aboutir à la réalisation d'une république démocratique, sociale et laïque, au cœur donc d'une théorie socialiste de l'émancipation. Et avec nos intervenantes et intervenants ce soir, nous allons pouvoir décliner un peu ces trois thématiques, donc démocratique, sociale et laïque, qui est au cœur de la conception que Jaurès se fait de l'État. Tout d'abord avec Clotilde Combes, qui est doctorante en droit public et qui réalise une thèse donc actuellement sur la théorie de l'État juste chez Jaurès. Ensuite, nous écouterons Ugo Roussel-Nérini, que beaucoup ici doivent connaître puisqu'il est également le président de la Fédération francophone de débat et qui est doctorant, quant à lui, en histoire du droit, qui travaille sur les droits sociaux, les droits de créance. Et enfin, nous écouterons Gilles Candard, qui est historien, donc spécialiste de Jaurès et président de la Société des études jaurésiennes. Donc, on va commencer par Clotilde sur cette question de la République démocratique, de cette théorie de la démocratie qui est au cœur donc, de la théorie de l'État chez Jaurès. Et avant cela, donc, on va juste écouter un petit extrait de discours. Bonsoir. Les trois discours donc, qui vont vous être lus par Louisa sont trois extraits. L'un de la déclaration de principe que Jaurès lit lors du congrès du Parti socialiste français en 1902. Ensuite, un extrait de sa préface au discours parlementaire. Et enfin, un extrait d'une conférence qu'il donne en 1885. Ces trois extraits doivent permettre de démontrer la vision étapiste propre à Jaurès. Vision étapiste qui doit passer donc de la République, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, politique à la République sociale. Voilà, Louisa, c'est top. Jean Jaurès, déclaration de principe, 3 mars 1902. Entre le régime politique, issu du mouvement révolutionnaire, et le régime économique de la société, il y a une contradiction intolérable. Dans l'ordre politique, la démocratie se réalise et tous les citoyens participent également, au moins en droit, à la souveraineté. Le suffrage universel est alors le communisme du pouvoir politique. Dans l'ordre économique, au contraire, c'est une minorité qui est souveraine. C'est l'oligarchie du capital qui possède, dirige, administre et exploite. Jean Jaurès, préface au discours parlementaire 1904. Il est inévitable que dans un système social fondé sur la propriété privée, la classe qui détient les grands moyens de production exerce sur les affaires publiques et sur la destinée des gouvernements une influence profonde ou même décisive. Aujourd'hui encore, malgré les progrès de la démocratie et du prolétariat, la démocratie et la République subiraient une crise terrible si toute la grande bourgeoisie en ses variétés,
si toute la grande bourgeoisie en toutes ses variétés, bourgeoisie de finance, bourgeoisie industrielle, bourgeoisie de négoce, bourgeoisie rentière, bourgeoisie terrienne, si toutes ces bourgeoisies se coalisaient contre le régime républicain et engageaient contre lui non pas une lutte partielle, incohérente et passagère, mais une lutte totale, systématique, continue, grande difficulté à coup sûr et grand problème pour ceux qui, comme nous, veulent conduire la démocratie politique, légalement la République, semi-démocratique et semi-bourgeoise, en République populaire et socialiste. Jean Jaurès, La République et les ouvriers, 1885. Dès lors, plus de tyrannie et une seule autorité, celle de la loi consentie par tous. Plus de privilèges, mais l'égalité des droits et des charges. Plus de castes, plus de barrières artificielles, plus de séparation factice, mais une seule et grande nation, faisant place à chacun selon son travail et son mérite, honorant le labeur honnête jusque dans les conditions les plus humbles, pleines de sollicitude pour les petits, et les aidant sans cesse à monter sans faire de tort aux droits des autres, les lois complétant et honorant la justice par la fraternité. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette table ronde, donc Le Vent se lève et la Fédération francophone de débat, de m'avoir convié à parler de Jaurès et de poursuivre l'œuvre de vulgarisation de son œuvre déjà entamée par la Société d'études jaurésiennes, présidée par M. Gilles Candard. Aujourd'hui m'a été confiée la lourde tâche de vous parler de l'état juste dans la pensée de Jaurès. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une lourde tâche ? Eh bien, tout simplement parce que la pensée de Jaurès sur l'État est une pensée éparpillée d'abord, évolutive ensuite et inachevée enfin. Éparpillée, c'est déjà ce qui vous a été dit juste avant. Jaurès a laissé une œuvre extrêmement variée, prolifique derrière lui. Madeleine Rebériou évaluait par exemple qu'il faudrait environ 70 à 90 ouvrages d'une centaine de pages chacun pour réunir la totalité de ses œuvres. Comme on vous l'a dit, donc, la Société d'études jaurésiennes a déjà entamé un travail de publication de ses œuvres presque complètes, mais cette entreprise n'est pas encore tout à fait parvenue à son terme. Évolutive ensuite, parce que l'œuvre de Jaurès est une œuvre historique relative à une époque, à un contexte, mais elle est aussi celle d'une personnalité qui se veut être l'homme de la synthèse, de la conciliation, et en ce sens, sa pensée est en constante évolution, aussitôt que de nouvelles nécessités apparaissent, qu'il s'agisse par exemple de défendre un officier juif bourgeois face à l'arbitraire ou d'admettre la grève générale lorsqu'on répugne à la violence face à la menace de la guerre. Donc éparpillée, évolutive, inachevée enfin. Inachevée parce que Jaurès projetait la rédaction d'un ouvrage de philosophie politique qui devait prendre le titre de l'Organisation socialiste de la France. Et s'il avait déjà exposé dans la Dépêche lors de sa controverse avec Lavergne ou encore dans la revue socialiste sous le titre de l'Organisation socialiste entre 1895 et 1896, ce que devait être pour lui cette organisation socialiste, eh bien, du fait de sa mort prématurée et sans l'Organisation socialiste de la France, il est finalement difficile d'appréhender de manière limpide ce qu'aurait pu être concrètement le socialisme qu'il théorise. S'il n'a qu'esquissé cet ouvrage qu'il projetait d'écrire, il reste néanmoins de nombreuses bribes de sa pensée qu'on peut mobiliser pour tenter de reconstruire pas à pas la vision jaurésienne de l'État. Je pense à ses 2 thèses de doctorat, mais aussi à l'Armée nouvelle, sa préface au discours parlementaire, etc., etc. Pour tenter de reconstruire justement cette vision jaurésienne de l'État, malgré les difficultés dont je viens de vous faire part, j'ai choisi de manière assez arbitraire un point d'entrée. Outre les travaux d'historiens ou de philosophes sur le sujet, j'ai choisi d'entrer dans la pensée de Jaurès sur l'État à travers un article rédigé par un juriste, un historien du droit, Michel Ganzin. Michel Ganzin, dans un article de 1987 qui portait comme intitulé « Le concept d'État dans la pensée de Jean Jaurès », offrait un concept
de type sociologique d'État qui avait quelques avantages, notamment celui de présenter les rapports entre individus et État, mais également quelques fonctions aussi que Jaurès entendait attribuer à l'État. Cependant, cet article prenait un biais, c'est qu'il reprenait parfaitement la lexicologie jaurésienne. Et donc, j'ai choisi pour ma part de m'en détacher pour plus d'efficacité, plus de clarté, afin de proposer des concepts partiellement autonomes et indépendants de mon objet de recherche. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de présenter non pas un concept d'État, mais 3 concepts constitutifs, à mon sens, chacun d'une théorie jaurésienne de l'État juste et qui traduirait la vision étapiste, encore une fois, de Jaurès, de l'injustice à l'idéal. Ces concepts que j'ai identifiés, que j'ai tenté de reconstruire à partir de ses écrits, sont d'abord un concept d'État inique, ensuite un concept d'État à minima légitime, et enfin un concept d'État juste. Et donc pour chacun de ces 3 concepts, je vais vous présenter une définition et ensuite des illustrations dont on retrouve les traces dans les écrits du tribun. Le premier concept, d'abord, le concept d'État inique. Qu'est-ce que sont ces États iniques ? Ce sont les États que Jaurès qualifie dans sa thèse secondaire sur les origines du socialisme allemand d'États mauvais ou injustes. Dans ces États, la légitimité de toute décision politique serait altérée du fait que le système politique lui-même serait à la fois cruel et inhumain. Il tolérerait et même entretiendrait, institutionnaliserait le mal absolu, la cruauté, au lieu de la neutraliser. Jaurès a toujours condamné ce type d'État et ses implications, parce que l'individu n'est pas traité comme une fin, mais comme un moyen, comme une chose. Autrement dit, la priorité de ce système, inique, cruel, n'est pas d'éviter le mal universel, mais bien au contraire de perpétuer une logique de domination, afin que la force de travail demeure une marchandise à exploiter sur le marché. Pour ce qui est de l'illustration de ce concept d'État inique, je me réfère dans les écrits de Jaurès aux références que Jaurès fait finalement à la période féodale, au despotisme monarchique, à l'esclavagisme, et également dans une certaine mesure à l'État capitaliste, notamment dans la décennie 1890, c'est-à-dire au moment où finalement son approche de l'État se rapproche le plus du marxisme tel qu'il était en tout cas reçu par la doctrine française. Néanmoins, comme ce constat est assez résiduel, il s'agit plutôt d'un discours théorique sur l'État que véritablement d'un concept empirique, c'est-à-dire d'un concept dont Jaurès aurait une expérience directe. Ça me permet de faire le lien avec mon deuxième concept d'État, qui est le concept d'État à minima légitime. Le concept d'État à minima légitime, eh bien, cette idée résulte d'une conviction que j'ai pu acquérir en lisant Jaurès, celle qu'il existerait entre un État parfaitement inique et l'État juste, un concept intermédiaire d'État, ni inique ni juste, mais qui serait à minima légitime. Pourquoi au moins légitime ? Eh bien parce que cet État, s'il ne permet pas encore l'émancipation humaine, permet au moins de protéger les individus des maux les plus extrêmes, la cruauté, l'humiliation. Et dit autrement, il s'agirait d'une sorte de socle de limite décente, d'une protection minimale pour garantir l'intégrité de chacun. D'une certaine manière, dans la pensée de Jaurès, il s'agit d'abord de garantir la protection et ensuite seulement d'envisager l'émancipation, c'est-à-dire d'aller du plus au moins urgent ou plutôt d'un type de protection élémentaire à un autre plus approfondi et plus complexe. C'est parce qu'il résonne en ces termes, du plus au moins urgent, qu'on peut situer Jaurès, en tout cas c'est ce que je fais, comme un précurseur de l'éthique négative. Ce n'est qu'une fois finalement la protection garantie que par des réformes successives, la République politique peut et surtout doit générer le passage vers la République sociale, c'est-à-dire vers l'État juste. Pour ce qui est de l'illustration de ce concept d'État minima légitime, vous l'aurez compris sûrement à ce stade, le concept d'État minima légitime bénéficie d'un prototype dans les écrits jaurésiens, et c'est la Troisième République, la République politique. À travers son dernier ouvrage d'ampleur d'ailleurs, L'Armée nouvelle, Jaurès, je cite, fait de la Troisième République un état de privilège trop asservi encore à la propriété bourgeoise, qui sépare la propriété du travail, un milieu au sein duquel s'observe la puissance dominante d'une classe. Mais Jaurès admet en contrepartie que cette puissance dominante d'une classe, eh bien, elle connaît quelques limitations. Le député, effectivement, va admettre que pour perdurer malgré l'antagonisme des classes, principe auquel il adhère, eh bien, l'État est obligé à des concessions. Il doit se faire arbitre entre les classes, entre les forces en présence. C'est que pour Jaurès, la démocratie politique, elle a une vertu régulatrice. Elle doit permettre une conquête graduelle, par degré,
vers la République sociale, vers l'État juste. J'arrive maintenant donc à mon concept d'État juste. Si je devais retenir une chose de l'enquête que j'ai menée sur l'État dans la pensée de Jaurès, c'est que Jaurès a insisté, une fois encore, sur un point particulier. L'État juste, c'est celui qui, en plus de la protection, permettra l'émancipation humaine. Ce que Jaurès appelle République sociale ou État collectiviste, c'est l'État qui doit permettre la réelle émancipation de l'individu accédant enfin au grade, au rang de personne, c'est-à-dire à la dignité de la personne humaine. Petite parenthèse, Jaurès, en tant que philosophe de formation, puis pour un bref instant de profession, va reprendre une gradation qui est celle entre chose, individu et personne. Et j'ai le sentiment qu'on retrouve les implications de cette gradation dans les différents concepts d'État que j'ai pu identifier et reconstruire à travers ses écrits. Si j'en reviens à mon État juste maintenant, finalement, et pour contredire Clémenceau qui disait qu'on reconnaîtrait toujours Jaurès à son verbe, toujours au futur, Jaurès, il me semble, a bien plus écrit sur le présent que sur le futur, laissant une grande place à l'imagination humaine pour combler les vides et aux forces du moment, justement, pour imaginer ce que serait cette organisation socialiste de la France. Ce qui a rendu, par le fait, la tâche d'identifier l'État juste dans ses écrits assez difficile. Donc pour ce qui est de l'illustration, je vais tenter de vous livrer point par point les résultats de mon enquête. Pour Jaurès, il semble que l'État juste, encore une fois, je me répète, est le seul qui puisse garantir la protection des individus et permettre leur émancipation. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul système qui place la dignité de la personne humaine au centre de ses préoccupations. Cet idéal de protection et d'émancipation va imposer le développement de plusieurs choses. D'abord, de la démocratie, du politique au social, également une extension des droits sociaux, mais aussi la mise en place d'un système collectiviste, néanmoins libéral car fortement décentralisateur et respectueux non seulement de l'autonomie de la société civile, mais également des libertés individuelles. Je laisse à mes collègues le soin de traiter de la promotion des droits sociaux et du collectivisme, et je vais me concentrer pour ma part sur les quelques minutes qui me restent sur le perfectionnement de la démocratie. Brièvement, comme la démocratie peut recouvrir une multitude de significations, je vais vous dire ce que semble recouvrir dans la pensée de Jaurès démocratie politique et démocratie sociale, en commençant par la démocratie politique, bien sûr. Dans sa pensée, il semble que la démocratie politique renvoie à la possibilité, égale pour tous, d'influer sur l'organisation de l'État par le biais de la désignation des représentants, mais également par la possibilité offerte à chacun d'exercer des fonctions publiques. Finalement, Jaurès, on le voit, admet bien cette démocratie politique, notamment lors de la grève des mineurs de Carmaux, mais aussi au moment où, lorsqu'il est de passage à la mairie de Toulouse, va demander la rémunération des fonctions électives pour que les ouvriers puissent eux-mêmes accéder à ce type de fonctions. Jaurès, par contre, si effectivement il reconnaît la nécessité de cette démocratie politique, n'omet pas d'en constater les manques, les apories. Il va dire à un certain moment que cette démocratie politique est une démocratie formelle lorsqu'elle se transforme en oligarchie, notamment sous le poids d'une classe minoritaire, mais néanmoins dominante. Il s'agit alors pour lui de limiter la puissance d'argent qui, par la fortune, va biaiser le processus politique, va finalement, par cette influence importante, biaiser le jeu démocratique. C'est l'apport aujourd'hui, par exemple, d'une thèse que vous connaissez peut-être, la thèse limitarianiste d'Ingrid Grodeins. Par ailleurs, Jaurès va démontrer que la démocratie politique, elle est incomplète à assurer le bien-être des membres du corps social si elle n'est pas complétée par la démocratie sociale. En effet, dans ses jeunes années, le député, il va sembler considérer la démocratie dans un sens assez strict, comme participation du peuple au pouvoir, et peu à peu, il semble qu'il affine cette définition, qu'il l'amende par une approche plus substantielle. Finalement, Jaurès va offrir un contenu à la dimension politico-juridique de la démocratie, et c'est la démocratie sociale. Qu'est-ce qu'alors, vous me direz, que la démocratie sociale ? Eh bien, la démocratie sociale, c'est le fait d'assurer à chacun un statut égal pour la possession et pour la jouissance des droits. La démocratie sociale, pour Jaurès, je cite, elle est celle qui doit permettre d'assurer l'égalité des droits et l'égale dignité des personnes humaines appelées aux mêmes droits et invitées à un respect réciproque. Pour Jaurès, il s'agit de respecter et d'assurer l'entière et nécessaire liberté de chacun. Or, Jaurès n'entrevoit cette possibilité que dans le passage d'un système capitaliste à une autre forme de société, une forme radicale de la démocratie qui se confond avec le socialisme. C'est la démocratie sociale, l'autre nom d'une société collectiviste.
Pour ne pas encore une fois empiéter sur l'exposé de mes collègues, je vais me concentrer principalement sur les mécanismes institutionnels que Jaurès a entendu mettre en place pour perfectionner la démocratie. Et je vais commencer par un premier constat. C'est que Jaurès, il a la fierté de son mandat. Il est un député fier, vous l'avez écrit plusieurs fois. C'est un député qui est fier de son mandat, mais il ne peut que constater, pourtant, le manque de participation directe du peuple à la jeune république parlementaire. C'est pourquoi, dans l'ordre futur imaginé par lui, il ne met pas à mal cette conception de la République, mais il désire l'amender, faire du gouvernement représentatif, un gouvernement de type semi-représentatif qui reposerait notamment sur un système, le référendum, à la fois constituant et consultatif, et également sur le droit d'initiative populaire. Si vous avez des questions, on reviendra, j'ai peut-être pas le temps de détailler à chaque fois, mais voilà, déjà dans les grandes lignes, le système du référendum et celui d'initiative populaire. Également, Jaurès va constater que certaines institutions de cette jeune République sont, somme toute, conservatrices, et c'est le cas notamment du Sénat. Du Sénat, donc conservateur, qui bloque les grandes réformes sociales. Jaurès va alors proposer sa suppression, puis, dans les années, fin des années 1880, début 1890, va proposer son remplacement par une chambre du travail. Cette chambre du travail, à côté de la Chambre des députés et l'actuelle Assemblée nationale, serait l'organe de la démocratie sociale, tandis que la Chambre des députés demeurerait la Chambre de la démocratie politique. Jaurès va abandonner cette question du remplacement du Sénat par une Chambre du travail au début 1890. Je crois qu'on en trouve une dernière mention en 1893 dans la dépêche, et sans désavouer sa volonté toutefois de représenter au sein des instances républicaines la volonté du prolétariat organisé. Et c'est pour cela qu'il va soutenir la réorganisation, notamment d'un organe consultatif qui était le Conseil supérieur du travail. Il va souhaiter en faire un commencement d'organisation constitutionnelle de l'industrie. Et à côté de cette réorganisation qu'il propose du Conseil supérieur du travail, il va également proposer de légiférer au sein des syndicats, légiférer sur les questions de droit social, qu'il s'agisse donc du travail, de la grève, l'assurance chômage, l'assurance accident, le salaire minimum, etc., etc. En gros, les syndicats poseraient le principe, justement, les principes relatifs à cette législation sociale et lieraient par là le législateur politique qui serait tenu par ce début de législation faite au sein des syndicats. Pour conclure peut-être sur tout ce qui vient d'être dit, on comprend que Jaurès, effectivement, souhaite conserver la République parlementaire, qu'il imagine en tout cas, qu'il privilégie la voie de la réforme. Mais si Jaurès privilégie la voie de la transformation progressive de la société vers le socialisme, il ne ferme jamais la porte à la révolution. Car dès lors que l'État n'est plus à minima légitime, c'est-à-dire dès lors qu'il ne tend plus à soustraire les individus à la misère, également à la servitude, il est un devoir de le renverser. Finalement, c'est ce qu'on a pu appeler le réformisme révolutionnaire jaurésien et que j'ai décidé d'identifier comme une théorie pragmatique de la résistance à l'oppression. Mais il n'est pas question pour Jaurès, et c'est ça qui est fondamental, en tout cas qu'il est fondamental de retenir, c'est qu'il n'est pas question pour Jaurès de déserter l'esprit républicain. Au contraire, il s'agit de rappeler à la République sa visée première, qui n'est autre que liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant qui, sans vouloir te mettre la pression, donne envie de pouvoir lire un jour ta thèse. Tu as bien montré que la République sociale était nécessaire, selon Jaurès, pour passer de cet état à minima légitime à l'état donc juste. Et alors, ça a fait une transition parfaite pour Hugo, donc, pour que tu puisses nous dire en quoi, pour paraphraser Jaurès, la République sera sociale ou ne sera pas, et quel rôle joue le mouvement ouvrier donc, dans l'instauration de la sociale. Merci beaucoup. Alors avant de commencer, on va d'abord écouter Jaurès, hein, à travers la voix de Guillaume, qui lui ressemble un petit peu d'ailleurs, et que j'appelle à la tribune. C'est un discours qui a été prononcé à la Chambre le 3 juillet 1897 et qu'on résume à travers la formule « la solution socialiste à la crise du monde paysan ». Mais je cède tout de suite la parole à Guillaume ou à Jaurès. N'aurait pas aimé le micro, ça c'est sûr. Il y a aujourd'hui beaucoup de forces perdues dans notre pays parce qu'il y a antagonisme des classes, parce qu'il y a
lutte perpétuelle, violente ou sourde, entre ceux qui possèdent ou ceux qui ne possèdent pas. Dans cet antagonisme, dans cette lutte, ce n'est pas douteux. Nous sommes les premiers à le reconnaître. Il y a un terrible gaspillage, une déplorable usure des énergies nationales. Et ici même, messieurs, cette impuissance parlementaire que vous attribuez quelquefois, permettez-moi le mot, à de puériles, à de prétendues obstructions, quelle qu'elle soit, y reparaît le conflit profond, universel, des possédants et des non-possédants. Voilà ce qui surcharge, agite et paralyse les assemblées. Oui, je suppose un moment que, de même qu'il y a un siècle, une grande crise nationale amena à Versailles une représentation nouvelle de la nation, je suppose qu'ici, il y ait une assemblée nouvelle, et que tout à coup, au lieu de voir d'un bout à l'autre de cette assemblée les représentants naturels, légitimes des intérêts grands ou petits, d'aujourd'hui, les représentants de la grande propriété terrienne, de la banque, de la haute industrie, de la riche agriculture, ou bien ces représentants de la bourgeoisie moyenne, avocats, médecins, qui sans intérêt social bien constitué, sans plan social bien défini, suivent à peu près les événements et les forces dominantes, qu'il y ait bien, sur ces bancs, envoyés par la classe ouvrière, des travailleurs sortis de l'usine et décidés à transformer la propriété privée en propriété sociale. Je suppose qu'il y vienne aussi des paysans dressés sur la glèbe, affranchis de leurs vieux préjugés, et à côté d'eux, cette partie de la bourgeoisie qui a rompu les ponts derrière elle, qui a brisé par des déclarations absolues et par une conduite conforme à ces déclarations tous les liens qui la rattachaient à la classe dominante, et aussi ces hommes de savoir, ces hommes de recherche. Je suppose que tous ces hommes, paysans, ouvriers, savants, ingénieurs, agronomes, toute la science socialiste rassemblée, tout le travail socialiste siègent ici. Quel sera leur premier décret? Quel sera leur premier acte? Oh oui, je le répète, ils créeront une société nouvelle. Sans analogue à coup sûr dans l'histoire humaine, mais ils n'auront besoin pour formuler leurs décrets que de chercher dans les formules mêmes de la Révolution française. Et après avoir déclaré que les grandes usines, que les filatures, que les verreries, que les tissages, que les hauts fourneaux, que ces énormes casernes du travail industriel moderne doivent devenir la propriété de la nation pour devenir la propriété des travailleurs associés en elle. Après avoir déclaré cela pour le travail industriel, passant à la question agricole et paysanne, ils se souviendront qu'il y a un siècle, la bourgeoisie, pour payer ses budgets, pour payer ses armées, pour enrichir la nouvelle couche de parvenus qui surgissait sur la société en décomposition, ils se souviendront que cette bourgeoisie révolutionnaire a proclamé biens nationaux, a attribué à la nation, a nationalisé, comme nous disons aujourd'hui, quoi? Quelques lopins de terre? Quelques misérables morceaux de richesse? Non. Non. Elle a nationalisé 14 à 15 milliards de propriétés foncières appartenant aux nobles, appartenant aux prêtres, appartenant aux communautés religieuses, appartenant aux corporations d'Ancien Régime. Ah, vous nous dites que les paysans s'effraient du mot d'expropriation, mais vous l'avez largement pratiqué il y a un siècle. Seulement, malgré la légende, vous ne l'avez pas pratiqué pour eux. Vous l'avez pratiqué pour vous. Oui, pour vous, classe bourgeoise, nouvelle et avide. Je ne dis pas, c'est la tradition de nos manuels scolaires et je ne voudrais pas la déchirer, je ne dis pas qu'une partie de ces quelques miettes de cet admirable domaine foncier ne sont pas allées aux petits propriétaires paysans. Mais comment ferez-vous croire qu'il leur resta assez d'avance de capital pour acheter au comptant les terres que vous vendiez? Car vous les vendiez au comptant, en bloc, et il y avait des enchères énormes qui livraient les biens nationaux par département entier aux intermédiaires, parce que je le veux bien, c'est votre excuse glorieuse, vous étiez dans la bataille. Il fallait nourrir vos armées, les fournisseurs n'attendaient pas, et que pour payer les fournisseurs, vous ne pouviez pas attendre les échéances lointaines et échelonner des petits paysans sans capital. Il vous fallait de l'argent tout de suite. L'argent de ceux qui en avaient. Et c'est à cela que vous avez livré, sous le nom de biens nationaux, le plus clair de ce domaine de l'Ancien Régime, que vous avez exproprié, en apparence pour les paysans, en réalité pour vous.
Merci beaucoup pour cette lecture, Guillaume. Effectivement, tu as introduit avant de déclamer le discours que Jaurès n'aurait jamais accepté le micro. Effectivement, c'est une petite anecdote, mais malheureusement pour nous, Jaurès n'acceptait pas que l'on enregistre sa voix. Il considérait précisément que l'art oratoire, c'était un corps et une situation présente, et donc il a toujours scrupuleusement refusé cela. Peut-être qu'on trouvera des enregistrements, semble-t-il, enfin, on peut l'espérer quand il a fait son voyage en Amérique du Sud. On peut toujours continuer à espérer, mais a priori, malheureusement, nous n'avons pas d'enregistrement, on aurait pu en avoir. Et c'est intéressant aussi de voir que nous sommes ici à l'École normale supérieure et que nous sommes dans une salle dans laquelle Jaurès a lui-même étudié. Et paraît-il, puisque vous savez sans doute qu'il était aussi avec Bergson, c'est qu'il y avait des joutes oratoires entre Jaurès et Bergson, probablement dans cette salle. Ça aussi, on aimerait avoir des enregistrements de ça, mais malheureusement, on ne peut que les rêver, les imaginer. Effectivement, c'est intéressant quand même de repartir de Jaurès et de ce que Clotilde, tu as pu dire sur le fait que Jaurès est un homme de son temps et c'est un homme qui parle du présent. Et ça, je trouve que c'est un moyen intéressant d'introduire la chose, de voir qu'il y a une évolution de Jaurès vers le socialisme. Jaurès, au départ, qui est un produit, un fruit de ce qu'on pourrait appeler du mythe mobilisateur ou pas, plus trop maintenant, de la méritocratie républicaine, encore qu'il ne venait pas d'une famille prolétarienne, mais il se qualifiait lui-même de paysan cultivé, mais bon, qui avait quand même accès au savoir et qui, par cette espèce de méritocratie républicaine qui était en train d'essayer de se mettre en place dans un moment où la République est en train aussi progressivement de s'affirmer, Jaurès arrive à l'École normale supérieure et donc il arrive aussi avec un bagage qui initialement est un bagage républicain même finalement assez modéré, puisqu'il est du côté des opportunistes, les opportunistes donc pas même des républicains radicaux, de ceux qui veulent radicalement imposer la République, mais de ceux qui veulent y aller vraiment étape par étape, comme Jules Ferry, comme d'une certaine manière Gambetta. On espère en lui un nouveau Gambetta. Il est forcément influencé par Gambetta. Il y a même aussi un peu des ressemblances physiques d'une certaine manière et des qualités oratoires similaires. Mais Jaurès évolue progressivement vers le socialisme et subsiste toujours cette espèce de question finalement qui est toujours posée, qui est un peu une tarte à la crème. Est-ce que Jaurès est un socialiste réformiste ou est-ce que Jaurès est un socialiste révolutionnaire ? C'est un peu une question, une éternelle question qui est posée. Évidemment, les récits sont différents. Évidemment, la section française de l'Internationale ouvrière, le Parti socialiste, essaiera de montrer qu'il était plutôt réformiste. Et les communistes, lorsque ils parleront de Jaurès, ça dépendra des périodes, de montrer qu'il était plutôt révolutionnaire. Est-ce que la question est pertinente ? Alors, on peut toujours se poser cette question, et pourquoi pas, et du moment que ça crée du débat, pourquoi pas. Mais, et je pense que Clotilde a déjà montré que finalement, Jaurès se situe dans ce que on a appelé aussi l'évolution révolutionnaire, ou que tu as appelé, Clotilde, la logique étapiste. Mais attention, parce qu'on pourrait dire « Ah, il veut procéder par étapes. Ah, donc c'est un réformiste. » Et certains le taxent à cette époque-là d'être un réformiste, et c'est une insulte dans leur bouche. De la même manière, quand on parle de jaurécisme, le jaurécisme, c'est si peu pratiqué, on ne parle pas de jaurécisme. Le seul qui va utiliser le mot de jaurécisme, finalement, c'est Lénine, et dans sa bouche, ça ne sonnera pas trop comme un compliment. Donc, on pourrait dire « Ah, Jaurès est un réformiste. » Seulement, lui-même critique le réformisme. Lui-même décrit sa méthode, la méthode qu'il crée à travers sa pratique, comme quelque chose qui n'a rien à voir avec, et je crois que ce sont ces mots que je cite à peu près de mémoire, il parle d'un réformisme bourgeois abattardi. Vous voyez, pour parler vraiment des logiques qui sont mises en place, probablement par des éléments plus modérés chez les républicains, opportunistes, voire même chez les radicaux. Donc Jaurès arrive quand même avec une certaine radicalité dans le discours, et je pense que cette radicalité, elle vient, et on en revient à l'idée d'homme de son temps, elle vient du fait que Jaurès est allé au socialisme du fait qu'il venait du peuple et du fait qu'il a rencontré le peuple aussi. Qu'il a rencontré les milieux syndicaux,
qu'il est allé à la rencontre des mineurs, qu'il est allé à la rencontre des tisserands, qu'il est allé à la rencontre des chapeliers, qu'il a pu justement échanger, faire un travail de terrain. Nous sommes dans une époque, le 19e siècle, qui est la naissance des grandes enquêtes ouvrières, qui sont effectivement au départ diligentées au début du siècle par plutôt des grands aristocrates et des catholiques sociaux qui évidemment sont des rentiers, donc ont le temps de faire ce genre d'enquête. Mais il y a aussi de grandes enquêtes qui sont menées par la presse ouvrière, déjà dans les années 1840, et ensuite ce sont des choses qui continuent. Et donc c'est un esprit qui est présent, je pense, dans la tradition républicaine et dans la tradition socialiste. Il s'en rendra compte, il se rend compte aussi de la difficulté des temps avec toutes les tragédies ouvrières qu'il y a, avec la tragédie de Fourmi, avec Decazeville, avec un peu plus tard Fourrière. Il se rend compte aussi, en tant qu'élu, et à Carmaux, il rencontre aussi ce monde ouvrier, et c'est de ce monde ouvrier-là, principalement, en tout cas, qui contribue énormément à l'amener vers une théorie du socialisme qui, effectivement, est une théorie qu'il a qualifiée lui-même en utilisant ce vocabulaire de collectiviste. Et alors là, je pense que ce qui est intéressant, pour ce qui nous intéresse, c'est que qu'est-ce que c'est que le collectivisme? Compliqué aussi à définir. Qu'est-ce que c'est que le socialisme? Qu'est-ce que c'est que le collectivisme? Qu'est-ce que c'est que le réformisme? Et justement, quand on parle de collectivisme aujourd'hui, qu'on entend le terme de collectivisme, on imagine un étatisme. On imagine la vision, la définition finalement qui a été émise ensuite plus tard par Hayek, par von Mises, par tous les néolibéraux. Le collectivisme, c'est finalement l'omniprésence de l'État. Alors ça peut être le fascisme, le national-socialisme, le soviétisme, la social-démocratie, tout ça, ça rentre dans le collectivisme selon Hayek, et c'est évidemment l'État qui intervient sur la liberté individuelle. Et je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Que le collectivisme, au contraire, c'est un terme qui définit, en tout cas dans l'esprit de Jaurès, la continuité du chemin enclenché par la Révolution française, et même avant, mais principalement par la Révolution française, d'affirmation de la République. Le collectivisme, le socialisme, c'est l'aboutissement du processus républicain. C'est comprendre que précisément, il faut républicaniser la propriété. Les termes sont utilisés par Jaurès et par ses contemporains. La pensée de Jaurès, évidemment, elle a ses originalités et elle s'inscrit aussi dans un temps politique. Elle s'inscrit dans le temps politique de son époque, elle s'inscrit dans le mouvement ouvrier de son époque, qui est un mouvement, comme vous le savez, socialiste, divisé, avec des tendances sur lesquelles on ne va pas forcément s'attarder, mais vous savez qu'il y a plutôt ce qu'on appelle les possibilistes, ceux qu'on va appeler les alémanistes, ceux qui sont plutôt de tradition blanquiste, ceux qui se rattachent à telle ou telle tradition ouvrière, le syndicalisme révolutionnaire. Enfin, il y a une pluralité d'idées politiques, d'idées socialistes, et Jaurès, effectivement, va chercher à être un artisan de la synthèse de ces idées, mais ce n'est pas une synthèse qui, si vous voulez, je ne sais plus qui avait cette formule-là, dire vous ne pouvez pas additionner une moitié de réformiste, une moitié de révolutionnaire pour faire un socialiste. C'est évidemment quelque chose qui est d'ajouter de la cohérence dans tout ceci. Et cette cohérence, il l'a fait précisément en partant de ce mouvement ouvrier. Je pense que de la même manière qu'il faut se méfier du terme de collectiviste dans lequel il ne faut pas voir le totalitarisme décrit par Hayek, de la même manière, Jaurès est aussi de tradition jacobine et il ne faut pas voir dans le jacobinisme la tradition, l'image qu'on s'en fait qui est celle de le jacobinisme centralisateur. Non, on confond le jacobinisme avec le bonapartisme bien souvent. Jaurès est aussi un jacobin puisque, et ça rejoint ce que tu disais Clotilde tout à l'heure, il conçoit la démocratie politique comme une articulation entre une démocratie politique communale radicalisée, elle-même en lien avec un pouvoir central qui permet aussi, à son échelle, de mener les réformes nécessaires. Et je pense qu'il y a ça. La République démocratique et sociale de Jaurès, c'est une république qui arrive aussi à articuler le mouvement ouvrier tel qu'il existe. Alors qu'est-ce qu'on a? On a évidemment les coopératives ouvrières. Le mouvement des coopératives ouvrières qui s'est développé tout au long du XIXe siècle, avec des traditions différentes. Mais Jaurès est un historien du socialisme. Jaurès, vous le savez, a écrit une de ses thèses
sa thèse latine sur les origines du socialisme allemand. Et justement, il est allé aussi chercher des traditions philosophiques. Il est aussi l'historien de l'histoire de l'histoire socialiste, et lui a écrit la partie sur le premier moment de la Révolution française. Donc il poursuit ce moment-là, et il va chercher d'abord dans cette histoire, dans le protestantisme d'abord, chez Luther d'abord l'idée de réforme, l'idée de recul sur une société holistique, l'introduction quand même de l'individu, ça il ne le renie pas. Il va chercher chez un philosophe comme Kant, même s'il se méfie du kantisme, comme il se méfie du protestantisme aussi, comme il se méfie de la religion de façon générale, tout en ayant conscience des apports que celle-ci ait pu avoir dans l'histoire. Il va chercher chez Kant l'idée tout simplement de ne pas considérer l'individu comme un moyen, mais comme une fin. Je pense qu'il va chercher chez Fichte l'idée de droit au travail. Il désigne Fichte comme un des fondateurs de l'idée de droit au travail, qui est un des fondements de la République sociale, tout en rejetant le nationalisme de Fichte. Il va chercher chez Lassalle, ou chez Marx aussi, l'idée de la lutte des classes, l'idée de la nécessité de détruire le capitalisme, l'ordre social capitaliste, la propriété capitaliste. Et en ça, il est révolutionnaire. En ça, il peut détruire le capitalisme. Il n'est pas dans une réforme, dans une moralisation du capitalisme. Il rejette même d'ailleurs le socialisme, ce qu'il appelle le socialisme moral, qu'il assume dans son panthéon personnel. Mais je ne crois pas que Jaurès aurait cru une seule seconde à ce qu'on a appelé dans les années 2000 la moralisation du capitalisme. Non, il faut sortir du capitalisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire sortir du capitalisme? Eh bien, ça veut dire continuer l'œuvre de la Révolution française, surtout celle de 1793, celle de la Constitution de l'an 1. Et même si, encore une fois, il écrit cette histoire magistrale de la Révolution française, il fait ses choix dans cette révolution. Et il l'a dit, à la Constituante, je vais m'asseoir, à la Convention nationale, pardon, je vais m'asseoir à côté de Robespierre. Tout en sans être un Robespierre-olâtre, tout en étant conscient des dérives qu'il y a pu avoir, tout en étant conscient que, évidemment, Robespierre, la pensée de Robespierre, il l'a dit d'ailleurs dans son histoire de le socialiste, qu'elle est un peu sommaire. Bon, il lui envoie des scuds, si vous me permettez l'expression, aussi. Il se permet aussi d'être critique vis-à-vis de la Révolution. Mais en même temps, il exhume tous les grands penseurs de la Révolution française, tous les Billaud-Varenne, des gens comme Babeuf, évidemment, t'es connu, des gens comme Jacques Roux, les enragés, les hébertistes. Il parle de tout cela. Et Jaurès exhume aussi une tradition sur laquelle, effectivement, Léo a rappelé que je travaillais, les droits sociaux, les droits créances. C'est l'idée du droit à l'existence. Et Jaurès parle à nouveau du droit à l'existence. Et ce droit à l'existence devient un des fondements de la République sociale, puisque c'est ce droit à l'existence proclamé dans l'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Je vous ramène aux différentes conférences qu'on a pu organiser ici, dans cette salle, Le Vent se lève, sur 1793, sur 1848 et sur la Commune. Cette tradition-là, elle passe ensuite dans le mouvement ouvrier, à travers les coopératives ouvrières, à travers le mouvement mutualiste, à travers Saint-Simon, sur l'organisation du travail, la nécessité d'organiser le travail, à travers le mouvement associationniste représenté d'abord par Fourier et les fourriéristes, qui exhument aussi l'idée du droit au travail. Cette idée du droit au travail qui est reprise ensuite par le mouvement associationniste, par des gens comme Louis Blanc. L'idée du Parlement du travail, ça vient aussi de l'expérience de 1848, du moment où on a voulu mettre en place avec la Commission du Luxembourg une démocratie sociale et une application des droits sociaux. Et Jaurès essaye aussi de réconcilier les traditions. Il dit, regardez, et je pense qu'il a d'ailleurs assez raison là-dessus, même a posteriori, quand on regarde, quand on prend Louis Blanc et Proudhon, qui s'opposaient, qui se détestaient, qui s'écrivaient des libelles, comme on sait si bien faire dans le monde socialiste, s'envoyer des parpaings à la figure, eh bien, en fin de compte, il montre que si l'un et l'autre ont fait des erreurs, s'il voit chez Louis Blanc peut-être une dérive un peu dictatoriale, il voit aussi chez Proudhon une sorte de naïveté à croire, et naïveté qu'il voit aussi dans un mouvement coopératif ouvrier qui continue d'exister à son époque, la naïveté de croire que
parce qu'on va faire une coopérative ouvrière parfaite, une coopérative de production, de consommation, d'échange, eh bien la société va changer. Non, la société sera toujours confrontée à la difficulté et à la violence de la concurrence capitaliste. Donc, les coopératives ouvrières, le mouvement coopérativiste, mutualiste, ouvrier, qui continue d'exister sous Jaurès, il l'estime indispensable, mais pas suffisant. De la même manière qu'il pense que ceux qui développent des théories sur la nécessité de répartir les fruits du travail, vous savez, c'est encore une idée qu'on a en tête, s'il fallait continuer de déconstruire les mythes, de dire oui, la gauche, vous aimez bien le partage. Ah, tiens, donne-moi ton stylo, tiens, partage. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de simplification. Non, la gauche, c'est pas simplement le socialisme, ça n'est pas simplement partager les fruits du travail. C'est réorganiser le travail en amont. Si on a une pratique capitaliste du travail, on a beau répartir les fruits, on n'aura pas changé la société. C'est ça. Cette idée, elle est là. De la même manière que si on fait un État qui nationalise tout, qui s'approprie tout, mais qui ensuite n'est pas en mesure d'organiser socialement le travail, d'avoir une pratique sociale de la propriété, eh bien c'est un État capitaliste, finalement, qui a simplement accaparé les richesses et le travail. Et de la même manière, puisque dans le mouvement ouvrier, il existe à ce moment-là le développement d'un socialisme municipal, notamment impulsé par d'anciens communards, eh bien ce socialisme municipal qui apporte la nécessité de construire des services publics qui deviennent du coup le fondement de la nouvelle République qui est censée se mettre en place, eh bien ces fondements de la nouvelle République, lui-même les estime indispensables, mais pas suffisants, puisque le socialisme municipal est un peu taxé avec les régies municipales de faire du socialisme du gaz et de l'électricité, si la formule est bien... Voilà, et lui, il rajoute, effectivement, il dit, mais ça n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Il faut, si on suit l'idée communaliste telle qu'elle a été mise en avant, enclenchée par les communards, eh bien, il faut aller plus loin. Il faut aussi organiser l'école, les crèches. Il faut organiser les coopératives ouvrières. Il faut que les coopératives ouvrières coopèrent aussi avec le pouvoir municipal et que le pouvoir municipal coopère aussi avec le pouvoir d'État. Et c'est de cette manière-là, c'est par ces étapes-là que la révolution socialiste pourra se faire. À partir de ce moment-là, il faut considérer que Jaurès va aussi s'impliquer dans les luttes de son temps. Il s'implique dans les luttes de son temps et il s'implique dans les grands débats de son temps. Et j'en reviens à mon idée des droits-créances, c'est-à-dire du droit à d'estimer que le citoyen détient une créance sur l'État, la commune, la société, ce que vous voulez, détient une créance sur la communauté, quelle qu'elle soit. Eh bien, ce droit-créance-là, c'est un droit qui continue d'effrayer la bourgeoisie possédante. C'est une peur que l'on retrouve, mais vraiment dans les débats, si on repart en 48, et Jaurès connaît bien l'histoire de 48, c'est l'effroi de la bourgeoisie, c'est la peur de l'opposabilité du droit, c'est la peur qu'on considère que le pauvre, qui en fait devrait plutôt être enfermé dans des maisons de travail comme en Angleterre et devrait être amendé par le travail, puisse avoir la possibilité d'estimer qu'il a une créance sur l'État, qu'il puisse aller demander à l'État qu'on lui procure du travail. Eh bien, ça continue d'effrayer. De la même manière, dans ces droits-créances, il y a le droit à la retraite. Jaurès défend rapidement, dès 1886, il formule des propositions pour le droit à la retraite. Et le droit à la retraite, qui va aboutir progressivement avec les retraites ouvrières et paysannes en 1910, c'est finalement une formule très réformiste, pour le coup au sens négatif du terme, qui aboutit. Et quand vous regardez les débats, les sénateurs, notamment l'institution que tu évoquais tout à l'heure, Clotilde, pour dire qu'elle est conservatrice, oh oui, elle est conservatrice, elle vide les textes de leur substance. Elle retire le droit à, parce que ça veut dire que les gueux vont pouvoir venir toquer et réclamer leur droit à la retraite, leur droit au travail, leur droit à l'assistance. Ça, c'est insupportable, et ça continue d'être insupportable pour la bourgeoisie possédante à ce moment-là, et pour ses représentants à la Chambre. Et Jaurès insiste, lui, c'est pas le seul à le faire. Les autres membres, les autres socialistes de l'époque, qui mériteraient aussi d'être mis en avant.
beaucoup de figures du mouvement ouvrier, des gens comme Benoît Malon, alors lui un peu plus ancien, des gens comme Eugène Fournière aussi, qui a beaucoup écrit sur l'associationnisme ouvrier, des gens qui se sont investis aussi dans la création de l'Office du travail. Nous sommes dans un moment, Jaurès est face à ce moment où la République vient d'entrer progressivement dans la société, et maintenant il faut aller au bout du processus républicain, mais c'est difficile. Il n'y a que très peu de lois sociales. Il va y avoir en 1898 la loi sur le secours mutuel et sur les accidents du travail. Mais c'est peau de chagrin. C'est peau de chagrin. Et en même temps, les socialistes sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, assez hostiles à toute forme d'étatisation. Parce que l'étatisation pour eux, y compris de ce qu'on appellera plus tard la sécurité sociale, Léo Rosel aurait beaucoup de choses à nous raconter là-dessus, eh bien, les socialistes refusent l'étatisation de la sécurité sociale éventuelle, des assistances sociales, des assurances sociales, parce que pour eux, c'est le modèle bismarckien, et parce que pour eux, il n'est pas nécessairement un modèle républicain. Il est même antithétique avec le modèle républicain. Et Jaurès, qui est aussi un personnage de congrès internationaux, de réflexion sur le socialisme avec les autres forces socialistes à l'international, vous savez qu'il a eu des passes d'armes avec Rosa Luxembourg et d'autres figures du mouvement ouvrier, eh bien, Jaurès est conscient de tout ceci, mais il continuera de lutter en permanence parce que pour lui, la République ne se suffit pas à elle-même, elle est le socle nécessaire, mais elle doit être, encore une fois, démocratique, sociale, universelle dans ses principes, et aussi, et ça nous fait la transition avec Gilles Candard, laïque. Merci beaucoup Hugo. Tu as bien rappelé donc l'importance du mouvement ouvrier dans la mise en place de cette potentielle république sociale, en tout cas à laquelle il aspire. Tu as rappelé aussi l'importance du collectivisme, notamment de la souveraineté sur le travail et tout ce qui était en lien avec la logique étapiste. Juste avant, Clotilde avait rappelé également le petit mot de Clémenceau, selon lequel on reconnaît un discours de Jaurès au fait que tous les verbes sont conjugués au futur, en le déconstruisant un petit peu. Et puis, on va entendre, je crois, un passage du discours à la jeunesse. Donc, tout ça pour montrer que chez Jaurès, il y a l'idée qu'il y a une projection vers le futur et en même temps, l'idée que l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie aussi l'invincible espoir. Et donc, par rapport à ça, je propose à Gilles Candard de revenir sur le rôle, l'importance que donne Jaurès à l'éducation et plus largement à la laïcité dans l'édification de cette République idéale. Merci. Bien avant de parler, je crois que tu as cité la phrase sur l'invincible espoir et la lenteur des tâches qui est issue du discours à la jeunesse. Donc, nous allons commencer par écouter ce discours à la jeunesse qui est peut-être aujourd'hui le texte le plus connu de Jaurès, qui va être aussi interprété, je pense, de manière très jaurésienne par Samy. C'est un discours de distribution des prix à l'origine, donc ce n'est pas un discours, disons, dans un cadre très trop politique. D'ailleurs, dès le départ, Jaurès prévient qu'évidemment, il y a le respect de toutes les opinions. Il est là encore personnage officiel dans le lycée d'Albi où il a été professeur. Il est vice-président de la Chambre des députés à ce moment-là. Ça n'a duré qu'une année, mais enfin, c'est la fonction officielle qu'il a exercée au cours de sa carrière. Il doit distribuer les prix. Il fait un très beau discours qui est devenu extrêmement célèbre. Notons, ce sera peut-être l'occasion, on y reviendra tout à l'heure à propos de l'éparpillement, de la difficulté justement des textes pour Jaurès, que ce n'est pas un texte de Jaurès qui a été très connu du temps de Jaurès, parce qu'il a été publié localement dans le Tarn, il a été publié intégralement, certes, dans la Petite République du lendemain, mais enfin, une fois qu'il avait été publié dans le quotidien, il n'y a pas de raison qu'on garde des vieux numéros de quotidien, donc personne, jusqu'en 1914, ne parle plus du discours à Jaurès. Dans les militants de la SFIO, du Parti Socialiste, n'ont jamais diffusé le discours à la jeunesse. Il faut attendre 1929, donc c'est un tout autre contexte. Au moment où on commence à se dire qu'il faut publier les œuvres de Jaurès, on commence à les publier. On aura peut-être l'occasion, là aussi, d'en revenir dessus. Donc c'est à partir de 1929 que ce texte est exhumé, republié, disons, au niveau national, qu'on le réécoute et qu'il est devenu effectivement
extrêmement célèbre, parce que c'est sans doute le Jaurès, qui n'est pas seulement le Jaurès, là je dirais réformiste révolutionnaire, ni même socialiste, c'est Jaurès qui s'adresse à l'ensemble de la nation et de la République. L'humanité est maudite si, pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Le courage, aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir sur le monde la nuée de la guerre, nuée terrible, mais dormante, dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres. Le courage, ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre, car le courage est l'exaltation de l'homme, et ceci est l'abdication. Le courage pour vous tous, courage toutes les heures, c'est de supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre, physique et moral, que prodigue la vie. Le courage, c'est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces. C'est de garder dans les lassitudes inévitables l'habitude du travail et de l'action. Le courage, dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts, c'est de choisir un métier et de le bien faire, quel qu'il soit. C'est de ne pas se rebuter du détail minutieux ou monotone. Le courage, c'est d'être tout ensemble, et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de ne pas en être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche, de nos mains, aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Bien, merci. Je dois dire que c'est une très bonne idée, ces différents textes de Jaurès qui ont été en plus tous merveilleusement lus et interprétés devant vous. Et évidemment, on aurait envie de les commenter tous. Donne à voir la diversité des modes d'intervention de Jaurès, puisqu'on a eu, je crois, un discours parlementaire. Là, c'était un discours à distribution des prix. On a eu, je crois, une conférence dans le Tarn. On a eu une explication de congrès, un registre plus militant, un texte écrit, la préface au discours parlementaire. Donc, on parlait tout à l'heure de cette diversité des interventions jaurésiennes. En plus, on vit dans une salle qui est directement, évidemment, reliée à Jaurès. Je vois que c'est le bus de Fustel de Coulanges qui était directeur de l'école au moment où Jaurès terminait ses études ici. Et on évoquait la rivalité amicale qu'il y avait pu y avoir entre Jaurès et Bergson. Mais vous savez, ces rivalités, de leur manière, on les retrouve toujours, parce qu'il y a le premier texte qui était lu, République et socialisme, de novembre 1993. C'est un discours où Jaurès tonne contre le président du Conseil, Charles Dupuy, qui va d'ailleurs renverser à la suite de ce discours. C'est un des discours de Jaurès qui débouche, pas sur un changement politique majeur, mais quand même sur la chute du gouvernement qu'il a réussi à provoquer. Et Charles Dupuy, c'est aussi finalement un normalien, c'est aussi un agrégé de philosophie, c'est aussi un républicain. Et on
peut dire qu'il intervient un peu dans les différentes interventions que nous venons d'entendre, parce que tout à l'heure, Hugo Roussel évoquait justement les premiers textes de Jaurès sur les retraites ouvrières, sur le droit à la retraite ouvrière. C'est un texte qui est signé par 3 jeunes républicains de bonne volonté, on pourrait dire. Jaurès, Charles Dupuis, puis un troisième qui est moins connu, qui s'appelle Marty, mais enfin peu importe. Et ce qui est intéressant, si vous voulez avoir la liste complète, ce qui est intéressant justement, c'est de voir que 2 républicains normaliens agrégés de philosophie comme Charles Dupuis ou comme Jaurès vont ensuite diverger. Quand ils sont jeunes députés, ils peuvent avoir, disons, des aspirations un petit peu proches, puisqu'ils réfléchissent ensemble à des réformes qu'il serait juste d'introduire. Mais ce qui va pousser, si vous voulez, Jaurès, c'est le compliment que lui fera d'ailleurs un jour Jules Guesde, qui pourtant a été son grand adversaire dans le socialisme, c'est que chez lui, l'acte suit toujours la pensée. Et effectivement, je crois que c'est ça qui est moteur dans la démarche politique de Jaurès, c'est que quand il tire un fil, quand il cherche à régler un problème, il va jusqu'au bout. Donc, il a bien vu que la République était quelque chose de très important, auquel il adhérait de tout son cœur. Et il a bien vu que cette République était imparfaite et posait problème parce qu'il y avait la déchirure sociale. C'est quelque chose sur lequel tout le 19e siècle va beaucoup réfléchir. En Angleterre aussi, il y aura Carney avec le nœud d'argent. Enfin, comment expliquer justement le fait que l'égalité de vote, d'ailleurs n'existe pas encore en Angleterre, qui existe en principe en France avec le suffrage universel, même si c'est un suffrage universel masculin à l'époque, comment se fait-il que ça ne règle pas tous les problèmes de la société et autres? Et pour Jaurès, la solution va être qu'il faut effectivement avoir une république sociale et pour lui qui aille jusqu'à l'établissement d'une propriété sociale qui est bien pour lui l'idée que la propriété doit être socialisée. Donc tout le monde doit devenir propriétaire. C'est quelque chose aussi qui est toujours important, je pense, quand on repart du collectivisme de Jaurès, important à ajouter, c'est qu'il écrit à un moment où lorsque les socialistes pensent collectivisme ou république sociale, ils ne pensent pas forcément, en tout cas Jaurès ne pense pas du tout à une solution qui serait une solution étatiste. Ça peut arriver dans le socialisme, justement chez Louis Blanc, comme vous l'avez rappelé, ça peut être comme cela, mais avant 1914, on n'est pas du tout dans cette logique chez les socialistes. On le sera peut-être après, je dirais, avec les bolcheviks d'un côté, les communistes, ou avec des socialistes réformistes, justement, comme Albert Thomas, de manière très légitime dans un cas comme dans un autre. Les révolutionnaires russes qui se disent qu'il faut faire fonctionner la Russie révolutionnaire pour que le socialisme se répande. Du côté d'Albert Thomas, qui est ministre pendant la guerre, il faut faire fonctionner aussi l'économie pour gagner la guerre. Et après, comment l'État peut être, disons, un peu moteur dans un changement social. Donc, ça devient important dans les 2 traditions antagonistes du mouvement ouvrier, socialiste et communiste, qu'on appelle parfois réformistes et révolutionnaires. Moi, je n'aime pas du tout cette présentation de réformistes et de révolutionnaires, parce que je ne vois pas très bien à quoi cela peut correspondre. En tout cas, ce qui est certain, avant que j'ouvre trop de parenthèses, ce qui est certain, c'est que chez Jaurès, il ne posait pas du tout le problème dans ces termes-là. Il se méfiait de ce qu'il pouvait y avoir de trop, justement, étatiste. C'est peut-être même une de ces raisons pour lesquelles il ne tenait pas tant que cela à devenir député de Paris. Il a refusé de l'être, il voulait rester en province. Et on voit bien que lorsqu'il esquisse, disons, ses projets de société future, qui ne terminent jamais, je suis d'accord, parce qu'il est pris par les nécessités de l'action politique quotidienne, mais il en pose, comme Clotilde nous l'a dit, un certain nombre de prolégomènes, et il insiste à chaque fois sur le fait que cela ne doit pas prendre le caractère d'un régime autoritaire, centralisé, étatique. Il faut que ce soit quelque chose de vivant, de démocratique. Il devient collectiviste parce qu'il pense que c'est comme cela qu'on pourra fonder l'égalité de droits entre citoyens. Alors ce n'est pas pour se débarrasser justement de la liberté. Même au moment où il est le plus proche des thèses marxistes, c'est-à-dire dans les années 90, comme tu le rappelais, dans ses articles de la Revue socialiste, il dit bien que si le socialisme n'était pas le lieu de la pleine et entière liberté, où on pouvait même se promener sous les vents et délirer au hasard, il faudrait, comme les personnages
de Byron, revenir un petit peu vers la grotte d'origine, d'un peu de la Robinsonade, enfin c'est Torquil et Nuam, c'est le même principe, hein, parce qu'au moins on aurait l'espérance de la liberté. Donc plutôt qu'un socialisme, disons, autoritaire et étatique et centralisateur, il préférerait, il emploie par dire parfois l'expression, l'anarchie, le monde sauvage, etc., hein, plutôt que, parce qu'il ne veut pas abdiquer de la liberté. Il est fier d'être député, c'est vrai, mais il est fier, je dirais, d'être homme. Il est fier d'être citoyen. Et il veut élargir cette citoyenneté. Pour ça, ce n'est pas un très, très grand féministe, mais il est quand même féministe sur le principe fondamental. Il comprend de mieux en mieux la nécessité de donner d'égalité de droits aux femmes, et notamment entre autres, le droit de vote, mais aussi l'égalité professionnelle, l'égalité sociale. Il y a toutes sortes de réformes, évidemment, qui sont à apporter. Et c'est, disons, cette démocratisation, si vous voulez, qu'il veut, et qui peut aller dans un sens très radical. Là, je suis entièrement d'accord avec tous ceux qui disent que l'évolution révolutionnaire ou le réformisme révolutionnaire, vous pouvez prendre les expressions que vous voulez chez Jaurès, ne doivent pas être rabattus sur un pâle réformisme, parce qu'il est prêt à ce que ça aille très loin. Simplement, effectivement, c'est toujours un peu de l'ambiguïté du terme. À ma connaissance, la dernière révolution en France, c'est la Commune de Paris en 1871, et encore, c'est une révolution, certes, fusil de généraux, donc il y avait un petit côté insurrectionnel, mais bon, c'est un peu dans la chaleur, disons, de la prise de contrôle, et je savais bien que les communards eux-mêmes hésitent à aller plus loin, et qu'est-ce qu'ils commencent par faire? Ils n'ont même pas marché sur Versailles, donc ils organisent des élections pour bien prouver qu'ils sont un pouvoir légitime. C'est très bien que, à la limite, il y aurait pu avoir une solution de compromis qui aurait été de refaire des élections dans la France entière, et que sans doute, il n'y aurait pas eu la guerre civile, mais ni Versailles, ni après, effectivement, de la Commune, on va le voir. Mais donc, dans un pays qui n'a pas connu d'insurrection violente depuis 150 ans, je suis toujours un peu gêné qu'on emploie les termes de révolutionnaire et de réformiste. On pourrait dire éventuellement maximaliste, minimaliste, enfin plus, moins. Et c'est là d'ailleurs une nuance, après j'essaierai de traiter auquel on m'a demandé de venir, que j'apporterai à la très belle et convaincante démonstration de Clotilde sur le fait que Jaurès est étapiste. Moi qui ai fait ma thèse sur Jean Longuet, qui lui est, à mon avis, un étapiste intégral, je dirais oui, mais à condition, je veux bien qu'on parle d'étapes chez Jaurès, mais à condition effectivement de bien voir que ces étapes ne sont jamais stables. Ce n'est pas un étapiste qui pense que, voilà, il y a une phase A, puis une phase B, puis une phase C. Ça, je dirais que ce sont les sociodémocrates qui vont... Enfin, sociodémocrates, là aussi, c'est un terme piégé. C'est-à-dire, ce sont les gens de la social-démocratie allemande ou des social-démocraties d'Europe centrale. Ou même quelqu'un comme Lénine, qui est longtemps un social-démocrate. Quand on dit 1917, c'est l'appellation officielle de son parti, qui pense qu'on procède un peu par étapes. Et Longuet, qui a une formation quand même un petit peu marxiste, il est petit-fils de Marx, donc il n'a pas entièrement échappé au moule, qui regarde beaucoup du côté de l'Angleterre, du côté de l'Allemagne, qui connaît très bien le mouvement ouvrier international, a un petit peu cette vision-là. Mais justement, chez Jaurès, il faut toujours, dans votre conception établie, voir que c'est quelqu'un qui pense le mouvement. Rien n'est jamais stable, rien n'est jamais inachevé. C'est pour ça que même, je vous dévoile un article que je vais publier dans l'Humanité hors série de janvier 2024, pour la Révolution russe de 1905. J'ai déjà dit, mais il faudrait le dire dans l'Humanité hors série de 2024. Il est prêt à comprendre qu'il est effectivement possible de bousculer un peu le mouvement révolutionnaire et d'aller plus loin. On n'est pas obligé de s'arrêter à une étape démocratique et bourgeoise, parce qu'on peut faire comme sans doute la Révolution française aurait pu le faire en 1792, 93, 94, comme sans doute on aurait pu le faire en 1848, après février, s'il n'y avait pas eu le retour en arrière du mois de juin, qu'on peut effectivement pousser les choses pour une transformation de la société, parce qu'il croit à l'autonomie du politique. Le politique, pour lui, est quelque chose d'important. S'il y a une critique importante qu'il fait à Marx et au marxisme, c'est bien d'avoir sous-estimé la part spécifique de la politique dans le changement social. C'est les réserves qu'il est amené à faire parfois par rapport au manifeste du Parti communiste, Marx et d'Engels, ou à d'autres textes de Marx et d'Engels. Donc on pourrait dire que Jaurès, c'est un peu un cas de socialiste qui essaie de penser justement la politique
quand il a le temps de penser, parce que par ailleurs, c'est aussi un homme d'action, il est député, quand il n'est pas député, il est journaliste, ou il écrit l'histoire de la Révolution, il fait énormément de choses, donc il n'y a pas énormément de loisirs, mais heureusement, il existe pour lui l'occasion d'écrire, de travailler. Donc on a parlé tout à l'heure, avec la citation de Madeleine Reberiou, effectivement, de ses œuvres qui étaient très éparpillées, donc j'apporte quand même une légère nuance. Certes, on ne s'est pas embarqué dans une publication d'œuvres complètes qui aurait fait au moins 80 volumes. Madeleine Reberiou avait de très nombreuses qualités, mais elle n'était pas très arithméticienne. Donc c'était certainement beaucoup plus que 80 volumes si on cherche à tout compter. Et heureusement, on ne l'a pas fait, mais on a fait une publication en 17 volumes avec, à la fin, on a essayé de repérer l'ensemble des textes que ça pouvait représenter. On essaiera de donner les moyens par Internet de les consulter. Or, le 17e volume paraît dans une dizaine de jours. Donc, voilà, ça va être, disons, bouclé pour ce qui est de cette édition des œuvres. Des éditions des œuvres qui ne sera pas à la fin de la publication disons, de l'intérêt du travail sur Jaurès, comme d'ailleurs les travaux d'Hugo Roussel, de Clotilde Combe et d'autres le montrent, parce que de reprendre des textes et retravailler, on ne pose pas les mêmes questions que celles que posaient Georges Hauve, Madeleine Reberiou, Roland Trempé, que celles qu'après, je dirais, Christophe Prochasson, ou même, ma génération posait. Vous en poserez d'autres, et les générations d'après en poseront d'autres. C'est bien normal. Mais il est vrai que dans la conception, je suis entièrement d'accord pour dire que ce qui définit la gauche et l'ensemble des socialismes en France, c'est ce que vient de rappeler Hugo Roussel, c'est bien l'idée de république sociale, démocratique, laïque et indivisible, c'est au sens d'universel, c'est ce qui a été rajouté dans la Constitution de la République française au moment de la Libération, et c'est là le secret. Et c'est là d'ailleurs où la gauche peut se constituer et arriver à, disons, avoir un programme alors qui peut prendre des aspects plus ou moins, disons, ambitieux, suivant, disons, les moments politiques, socio-économiques. Mais c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et effectivement, le terme de laïcité est extrêmement important, consubstantiel à l'idée de république pour Jaurès. D'ailleurs, Jaurès, on l'a dit à plusieurs reprises, est d'abord un républicain, et il est un républicain. À l'époque, être républicain, ça veut dire essentiellement être un laïc, c'est-à-dire, il va lui-même donner la définition dans un de ses grands discours de l'époque. Ce qu'il entend par laïcité, il va se référer à un jurisconsulte issu de la Révolution française, mais ce qui est intéressant, il ne va pas les prendre dans les plus à gauche, chez Billaud-Varenne, etc. Les hébertistes, ils ne les aimaient pas beaucoup, mais bon. Mais effectivement, il s'intéresse aussi bien à Robespierre, Condorcet, il apprécie beaucoup. On voit bien dans l'histoire de la Révolution française, il y a Mirabeau, Condorcet, Robespierre, je dirais que c'est les grands moments de la Révolution française. Il continue, il va chercher la définition de laïcité chez Royer-Collard. Royer-Collard, c'est quelqu'un très connu aujourd'hui, mais qui va être un personnage politique important du moment de la Restauration et qui se situe dans les royalistes qui veulent appliquer loyalement la charte, c'est-à-dire, disons, intégrer le meilleur des principes de 1789 dans une monarchie libérale et parlementaire. Ce n'est pas l'extrémiste gauchiste, vous voyez, dans toute son horreur. Il va être président de la Chambre des députés sous Louis XVIII et même sous Charles X, et il soutiendra évidemment le mouvement qui conduit aux Trois Glorieuses lorsque Charles X voudra faire une réaction beaucoup trop en arrière. Et Royer-Collard définissait la démocratie par l'égalité des droits, et c'est la définition que reprend Jaurès pour la laïcité, l'égalité des droits. Et c'est là aussi, c'est un fil qu'il faut tirer, parce que ça vous donne la clé, disons, de la conception de la laïcité pour Jaurès. Parce que une des choses qui me désole dans le débat politique tout à fait contemporain, c'est parfois l'opposition qu'il y a entre plusieurs clans laïques. On peut comprendre, parce qu'il y a des analyses différentes, mais où on veut soit qualifier la laïcité, soit disqualifier surtout les autres écoles laïques. Et je trouve qu'on pourrait se souvenir que les grands combats laïques de la fin du XIXe siècle, avec Gambetta, Ferry, puis, disons, Combe, Jaurès, etc.,
ils ont associé des laïcs qui avaient parfois des conceptions différentes, mais qui ont su finalement se retrouver pour faire valoir des principes, je dirais, importants de la laïcité qui s'expriment au moment de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, et qu'à ce moment-là, ils ont une définition qui est une définition large, celle qui est donnée par Jaurès, de l'égalité des droits. C'est important parce que c'est ce qui, donne à mon avis, l'explication fondamentale de ce à quoi il voulait aboutir. Dans la bataille politique précédente, il y a eu des moments, d'avancée, des moments d'hésitation, des moments de recul, des moments de compromis. Les laïcs ont parfois fonctionné avec une solution concordataire qui était issue du Consulat et de l'Empire. C'est-à-dire que la France avait signé des concordats avec l'Église catholique, avec les églises protestantes, qui à l'époque étaient divisées, se sont réunifiées par la suite, puis, sous Louis-Philippe, avec le consistoire israélite. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans la loi de séparation des églises et de l'État, il ne soit pas question de l'islam. D'une part, il y avait d'autres religions, d'une part, il y avait très peu de musulmans en France même. Il y en avait dans les colonies, mais la loi de séparation concerne la France métropolitaine. On aurait des tas de débats à faire sur le colonialisme, la colonisation, mais comme le Consolère en refera d'autres, etc. Donc, on y reviendra. Et sur la laïcité, la loi de séparation des églises et de l'État vise à défaire sortir de cette logique concordataire à l'issue d'une grande bataille politique qui est la bataille de l'affaire Dreyfus, où il y a eu une offensive, je dirais à la fois catholique, nationaliste, pour peser sur la République et la faire basculer dans un sens conservateur, qu'il ne faut pas se le tromper, n'était pas un sens conservateur seulement sur le plan, de l'armée ou du nationalisme, il était sur tous les domaines, y compris sur le plan social, y compris sur le plan politique. Et le mouvement de défense républicaine qui avait renversé la vapeur et avait repris le contrôle, un peu de la République à partir de 1899, a voulu effectivement pousser les feux dans le domaine de la laïcité et trouver une solution laïque. Mais à mon avis, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que le grand apport de Jaurès, en particulier dans cette bataille, c'est qu'il comprend très vite qu'il y avait eu la phase de combat qui a été celle, des années 1898, 99, 1900, 1901, 1902, 1903, où il a fallu batailler contre les congrégations religieuses, contre la presse religieuse, contre l'influence politique de l'Église. C'est ça qui était en jeu, l'influence politique et sociale de l'Église en France. Mais une fois que cette bataille politique avait été menée et finalement gagnée, puisque les élections de 1902, ensuite d'ailleurs il y aura les élections de 1906, ont donné une majorité aux républicains laïcs, il fallait construire une laïcité qui soit une laïcité acceptable par tous, y compris par les catholiques. D'où la loi de séparation des églises et de l'État, qui prévoit bien que la République reconnaît finalement la liberté de conscience, la liberté religieuse, c'est l'article 1, et c'est la disposition essentielle. Donc la République n'est pas contre telle ou telle religion, la République accepte toutes les religions, simplement elle ne reconnaît de statut particulier à aucune de ces religions, c'est le sens de l'article 2, la République ne reconnaît aucune religion particulière, et donc c'est la fin des budgets particuliers des cultes. Et ce qui va être, intéressant aussi dans le cas de Jaurès, c'est qu'il va être plus particulièrement, celui qui, dans la majorité très large, qui va se construire pour faire adopter cette loi de séparation des églises et de l'État, être celui qui va trouver la formule de l'article 4, qui prévoit que la gestion des édifices religieux par des associations sera confiée aux représentants des anciens cultes en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elle se propose d'assurer l'exercice. C'est une phrase un petit peu complexe, mais la formulation, enfin là, comme on est avec des juristes, il faut apprécier justement
dans le débat parlementaire, c'est Jaurès qui a proposé cette formulation, qui revenait donc à dire qu'en quelque sorte, dans les églises, les temples et les synagogues, les prêtres, les pasteurs et les rabbins resteraient en gros maîtres chez eux. Après, simplement, ils ne seraient plus propriétaires des murs. Mais entre nous, alors là, je n'ai pas le temps de rentrer évidemment aussi dans tous les détails. Cela s'est avéré finalement une opération qui ne sera pas forcément une mauvaise opération pour les cultes concernés, parce qu'il peut être très intéressant d'être un locataire qui n'a pas de loyer à payer, qui peut se retourner vers le propriétaire pour dire là, il y a un danger, vous ne pouvez pas laisser l'eau s'infiltrer, etc. Et faire donc la réparation par le propriétaire, et le propriétaire est obligé de vous garder ad vitam aeternam, comme locataire. Donc, par rapport aux pays où les cultes ont gardé les propriétés des édifices religieux, c'est un avantage important qu'ont eu les différents cultes. D'ailleurs, on a un témoignage qui a été donné par un député socialiste de l'Euro-Atlantique qui participait un jour à une délégation au Vatican, où Monseigneur Etchegaray, un des plus vieux des cardinaux français, il est mort maintenant, il avait 98 ans, lui avait dit, vous savez, lorsque nous avons un pays du tiers-monde ou autre qui demande à faire une séparation des églises et de l'État, nous sortons toujours de la loi de 1905, parce que, en leur disant, mais regardez, c'était des gens très laïcs, très anticléricaux aussi, ce qu'ils ont fait, hein, ça peut être intéressant pour vous de suivre cela. Il y a eu d'ailleurs de très nombreuses batailles à l'époque, mais bon, je vais essayer évidemment de laisser la place aussi au débat. Il a fallu attendre 2005 pour que dans son tout dernier texte, le pape Jean-Paul II rende hommage à la laïcité à la française en disant dans son dernier texte que finalement elle avait, disons, permis, disons, de régler un certain nombre de différends. Enfin, on ne peut pas dire qu'il a porté sa bénédiction entière et complète. J'irai peut-être un peu loin en disant qu'il a porté un satisfecit entier à la loi, mais enfin, il avait une formulation qui était une formulation positive à l'égard de la loi de 1905. Et tous les efforts de Jaurès, à partir d'ailleurs de cette loi de 1905, dans les mesures d'application qu'il a eues à plusieurs reprises sur la loi, ont toujours été pour que ce soit une laïcité qui corresponde finalement un peu à cet état juste. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État, dans ses différentes manifestations, mais aussi l'État enseignant dans l'école, etc., soit débarrassé des influences religieuses diverses, mais qu'elle assure une liberté. Une formulation qu'il va employer, ce qui, à mon avis, est son plus grand texte, un peu de conclusion sur la question, dans son discours qu'on appelle parfois pour la laïque, mais à mon avis, c'est beaucoup plus large que pour la laïque, en janvier 1910. Il va d'ailleurs se référer, c'est très intéressant, à Proudhon, qu'il va qualifier de aussi libéral que socialiste, ce qui est assez amusant, parce que Proudhon est peut-être libéral, il est peut-être socialiste, enfin, pas forcément comme ça que nous définirions-nous aujourd'hui, et en disant le devoir de l'État est d'empêcher qu'aucun rayon d'enseignement ne puisse être intercepté avant qu'il arrive à l'enfant. Donc c'est bien déjà l'enfant qui doit recevoir l'éducation, c'est l'enfant qui est au centre un petit peu de l'école, et la mission de l'État, c'est de permettre à l'enfant de recevoir l'éducation la plus complète. C'est une conception très large, très libérale, vous voyez, mais aussi effectivement très socialiste, très laïque de la mission de pédagogique. Ce n'est pas du tout, disons, si vous voulez, une laïcité qui serait l'enseignement d'un catéchisme particulier à la République. Et j'étais très content de Clotilde, dans les textes, prenne la déclaration du congrès de Tours de 1902, parce que ce n'est pas un congrès très connu de l'histoire du socialisme. Vous avez bien, tout le monde se moque un petit peu de la fondation du Parti socialiste français en 1902, qui a existé 2 ans et demi, vous avez bien raison. Hein. Mais c'est tout de même un texte intéressant d'un point de vue. C'est là où les socialistes vont décider de ne pas se proclamer comme ayant une philosophie particulière. Les camarades blanquistes, vaillantistes, voulaient que le socialisme se proclame athée, et la majorité du parti du Congrès, avec Jaurès notamment, va refuser qu'il y ait une philosophie officielle. Non, on peut politiquement venir au socialisme avec des éclairages philosophiques différents. Il y aura des francs-maçons, il y aura des athées, il y aura des agnostiques, il y aura des catholiques, etc. Bon,
début, évidemment, comme il y aura plutôt des protestants, des pasteurs ou des rabbins, ça commencera. Les prêtres, ça sera au début très rare. Un jour, on commence à en repérer un ou deux avant 14, mais c'est évidemment très rare. Puis, ça se développera davantage entre deux guerres. Et après après la Deuxième Guerre mondiale, ça sera davantage. Mais c'est un moment très important, effectivement, dans le socialisme et qui permet, à mon avis, d'ailleurs, de bien comprendre la conception laïque de Jaurès. Vous avez remarqué que les spécialistes de Jaurès ont souvent un défaut hérité de Jaurès. Ils sont trop bavards. Donc, je préfère m'arrêter maintenant avant que le président se dise comment vais-je poliment pouvoir lui faire signe. Merci à vous. Mais merci de ne pas être tombé dans ces excès. En effet, on pourrait parler pendant des heures de la question de la laïcité chez Jaurès, plus largement de sa religiosité qui est assez présente aussi dans ses écrits. Il écrit notamment une fois que la révolution matérielle à laquelle il aspire sera en même temps une révolution morale et religieuse. Mais sans aller plus loin sur ces questions, je vous propose donc, si vous en avez justement des questions ou des remarques, de nous les donner. En parlant évidemment à chaque fois dans le micro. Donc, ce sera d'abord une question pour Clotilde, parce que c'est un peu elle qui a initié le sujet, mais après, vous pourrez tous y répondre, je pense. Clotilde, en fait, elle a parlé du fait que Jaurès parle plus au présent qu'au futur. Et en fait, depuis le début de cette journée de formation de la FFD, on a entendu plusieurs discours de Jaurès. J'en ai même dit un en formation qui aurait pu être déclamé. En fait, je trouve qu'ils auraient pu être déclamés aujourd'hui. Donc, comment expliquer cette intemporalité de la pensée de Jaurès, en fait? Oui, bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour les interventions. Une petite question, on n'a peut-être pas évoqué ça, le rapport à Jaurès aux fonctionnaires en général et à la fonction publique. Et question pour actualiser un peu sa pensée, est-ce que Jaurès, d'après vous et votre connaissance de ces théories, préconiserait un passage par un certain entrisme dans l'État et le rapport à la fonction publique là-dedans? En gros, est-ce que Jaurès préconiserait d'aller dans l'État? Eh ben, pour faire suite exactement à cette question, c'est donc dans la pensée collectiviste de Jaurès, son rapport à la fonction publique. Donc j'ai cru entendre à un moment qu'il souhaitait que tous les citoyens aient accès à un moment donné au ministère public, à la fonction publique. Quel était son rapport au syndicat, qui donc a été présenté par Clotilde à un moment donné comme un point d'entrée de ce collectivisme social. Et donc, à son époque, qu'est-ce qu'il pensait des syndicats, de leur structuration? Et est-ce qu'il avait déjà une idée, quelques critiques à faire au mode de fonctionnement collectiviste des syndicats? Merci. Je prends la première question déjà. Donc sur la question de la temporalité de la pensée de Jaurès, je pense que ce qui est intéressant justement dans ses écrits et dans son œuvre, c'est que Jaurès de toute façon questionne une thématique qui est atemporelle en elle-même, puisque la question « qu'est-ce qu'un système juste ?» est une question qui, de toute façon, fait appel à un fond commun de rationalité qui traverse les époques. Le fait de questionner la justice, de questionner justement la manière dont on peut instaurer un système qui prendrait justement ce principe, cette valeur, forcément, peut recevoir une réponse de tout temps. Pourquoi est-ce que je relevais la boutade de Clémenceau? Finalement, c'est parce que Jaurès, effectivement, prône toujours le passage à la société collectiviste, mais alors même qu'il commence à questionner la possibilité de ce passage dans les services publics, avec les services publics démocratisés, c'est comme ça qu'il les dépeint, avec les nationalisations, rachats, indemnisations, il pose les questions du débat. Finalement, ne propose jamais vraiment de solution, et encore une fois, vraiment, du fait que Jaurès n'ait pas prôné un étatisme, une centralisation rigide, va laisser encore une fois place à l'imagination humaine, et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure sur l'étapisme chez Jaurès. Jaurès, justement, je veux juste relever sur ça,
dit bien dans De la réalité du monde sensible, qui est sa première thèse, qui est en fait une entrée finalement dans sa conception de la politique. Il dit bien que la perfection ne sera jamais atteinte. Et il laisse toujours justement place au renouvellement et aux nouvelles idées, au développement de l'idée de justice, à l'imagination humaine en fait, pour aller vers l'idéal qui, encore une fois, ne peut jamais être atteint. Et c'est toujours une création originale. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est vraiment cette vision de Jaurès qui arrive à concilier liberté individuelle et État, sans sacrifier justement à toutes ces grandes idées qui font pour lui la justice. Pour les fonctionnaires, est-ce que quelqu'un veut... Ouais. Alors effectivement, sur l'actualité, je pense qu'il y aurait mille réponses à apporter et c'est une question qui est très intéressante et je pense que Clotilde a déjà apporté des éléments et je pense qu'on pourra en discuter encore pendant des heures et des heures sur la question des fonctionnaires. C'est une longue interrogation parce que finalement dans la tradition socialiste, la question de la fonction, de la garantie de la fonction de l'individu, qui est liée à la question du droit au travail. On la retrouve chez les premiers penseurs socialistes, y compris les 48 arts. Je pense à quelqu'un qui est totalement oublié aujourd'hui, mais qui serait très intéressant aussi à relire, qui est Constantin Pecker. Constantin Pecker, qui a participé du coup avec Louis Blanc à ce Parlement du travail de 1848, qui décrit une garantie du travail qui est finalement la garantie à chacun d'avoir une fonction dans la société. Ça, c'est un élément. Mais l'autre élément, c'est la critique fondamentale qui est apportée à ce qu'on appelle le fonctionnarisme. Et qui est une critique qui est importante peut-être un peu plus tard, notamment par les communards, qui utilisent le terme de fonctionnarisme et qui détestent le fonctionnarisme, qui disent le fonctionnarisme, c'est le Second Empire, c'est la subvention par l'État, c'est l'art officiel, enfin c'est toute cette espèce de... Ils présentent même l'exemple des petits fonctionnaires ou des plus gros fonctionnaires du Second Empire comme des parasites en fait, et comme les agents du pouvoir impérial et donc de l'autoritarisme. Toutefois, si Jaurès reprend à son compte dans certains textes le fonctionnarisme, il défend aussi, je pense qu'il est sur une ligne de crête. D'un côté, il veut qu'à chacun, on assure le travail par la fonction, que cette fonction, elle soit au service, non pas d'un État autoritaire, puisqu'il le rejette, puisqu'il est il doit être garant des libertés, mais effectivement, les fonctionnaires au service des services publics, justement, des services publics municipaux. Là, oui, les fonctionnaires, dans ce cas-là, il y croit. Et puis, commence à y avoir aussi le développement, et ça nous fait la transition à la question du syndicalisme, le développement aussi d'un syndicalisme dans la fonction publique, qui est une grande question, parce que d'un côté, commence à émerger les principes, la nécessité de la continuité du service public, enfin, des choses qui sont développées par une certaine gauche qui défend le service public. Des gens comme Léon Duguy, par exemple, qui sont des juristes qui défendent le service public, mais qui ont une vision assez autoritaire du service public. Finalement, qui veulent substituer à la souveraineté la notion de service public pour remplacer le fondement de l'État, mais qui ont quand même une vision assez étatiste des choses. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont dans une vision totalitaire des choses, même si déjà le mot est totalement anachronique, mais ils sont dans une conception des choses qui consiste à vraiment transformer l'État en une sorte de grand appareil. Évidemment, c'est la théorie même de Louis Blanc aussi, que Jaurès valide pour partie, mais pas jusqu'à Léon Duguy, de l'État serviteur. Louis Blanc développe cette idée d'un État serviteur. C'est pour ça qu'il n'est pas aussi étatiste d'ailleurs qu'on le dit, mais ça restons sur Jaurès. Et Jaurès va défendre l'idée qu'il puisse y avoir des syndicats, y compris pour les fonctionnaires. En revanche, il est effectivement critique vis-à-vis de certains aspects dans le syndicalisme. Il critique déjà le syndicalisme révolutionnaire. Il y a dans le syndicalisme révolutionnaire une tradition qui rejette totalement l'idée de participer aux élections, notamment au Parlement, parce que c'est le parlementarisme bourgeois, donc il ne faut pas y adhérer. Jaurès refuse d'adhérer à cette thèse parce que pour lui, il faut être d'une certaine manière sur tous les fronts. Il valide aussi le schisme qu'il va y avoir, je crois que c'est au congrès de 1896, il y a un congrès international de 1896, si je ne dis pas de bêtises, Amsterdam, et il y a un schisme entre le syndicalisme révolutionnaire et la tradition socialiste, et Jaurès abonde
dans le sens de ce schisme, sans être pourtant nécessairement avoir de la haine pour ses représentants, comme quelqu'un comme Pelloutier, par exemple, ou des gens qu'on va retrouver à la CGT, comme Émile Pouget, comme Griffuel, je ne sais jamais comment il faut prononcer son nom, mais parce qu'il a une orthographe impossible. Et puis surtout, son opposition avec Georges Sorel, qui est aussi une des figures de ce syndicalisme révolutionnaire, Sorel, Édouard Berthe, qui ont un positionnement qui défendent la grève générale comme mythe mobilisateur et comme mythe mobilisateur pour renverser l'État, donc pour faire la révolution. Jaurès n'adhère pas à cette théorie, même s'il ne rejette pas la grève comme un outil, c'est évident, et ni la grève générale d'ailleurs, puisque l'un de ses derniers appels, c'est quand même de faire la grève générale pour éviter la guerre. Donc il met, je pense, de la nuance là-dedans, en disant il ne faut pas que les espaces se scindent, même s'il respecte la charte d'Amiens de 1906, qui est un peu une spécificité française, qui sépare le parti politique du syndicat, ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, où la social-démocratie a un positionnement justement beaucoup plus holiste, je ne saurais pas comment le qualifier, mais unitaire, on va dire. Il respecte la charte d'Amiens, mais il met quand même la nuance de dire il y a un moment où il faut quand même que les jonctions se fassent. Si on veut que la société avance, il faut que tous les acteurs de cette société, coopératives, syndicats, communes, États, parlementaires, individus, citoyens, puissent agir dans ce sens-là. Je pense que, voilà, après, il n'a pas une théorie spécifique du syndicalisme, mais dans ses interventions, je pense, peut-être que Gilles Candard ajoutera des éléments là-dessus, mais je pense que c'est sur ça qu'il se positionne de cette manière-là. Oui, je suis d'accord. Alors, avec l'essentiel, effectivement, sur la temporalité, pour moi, effectivement, comme Jaurès, c'est un politique de principe, il n'a pas toujours le temps de donner les détails. Il y a quand même un certain nombre de choses qui développent, c'est la preuve. Si on peut publier encore ces 17 volumes qui font 2 millions de signes au moins à chaque fois, c'est que, il y a l'occasion d'expliquer parfois des projets de réforme de l'école, des entreprises, enfin, beaucoup de choses. Hein. Mais il se réfère au principe. Et c'est le fameux dialogue qu'il a eu avec Jules Ferry. Vous n'êtes pas un empirique, vous avez bien une conception générale de votre action politique. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Et Ferry a répondu, organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. Jaurès dit, il aurait dit et sans patron, il aurait été socialiste, etc. Donc je pense que c'est le fait, effectivement, qu'il échappe au côté soit, disons, d'un théoricien qui risque d'être enfermé dans son époque, soit du pragmatique entier qui navigue à la godille, qui est 11 fois président du Conseil, éventuellement, comme c'est arrivé à Briand, mais qui au fond peut être centre-gauche, centre-droit, droite-gauche, etc., comme l'a été effectivement Briand dans son parcours, qui fait que qui reste quelqu'un de toujours intéressant à questionner aujourd'hui. Alors que, Briand est très intéressant à voir historiquement, pour un historien, mais les discours de Briand sont quand même très enfermés à chaque fois dans le moment donné. Voilà, donc en étant parfois dans un sens ou dans un autre, et disons, on ne s'exprime pas tellement, enfin, ne parle pas tellement aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est du moins comme cela que je vois les choses. Alors, effectivement, en fonction publique, il faut bien voir, effectivement, je suis entièrement d'accord sur la critique du fonctionnarisme, et en même temps, il faut une administration. Lui-même était fonctionnaire, hein, rappelons-le, il était professeur, etc. Et c'était un professeur bien vu, d'ailleurs, de son recteur, et il travaillait tout à fait sérieusement, et il y avait un certain nombre de socialistes qui, à l'époque aussi, remplissaient des fonctions dans la fonction publique. Alors, pas du côté, disons, exécutif. C'est un débat, d'ailleurs, qui a lieu dans les congrès. Est-ce qu'on peut accepter que des militants socialistes, membres de cabinets ministériels, soient directeurs de services ministériels? On en débat. Les points de vue sont divergents. Hein. Parce qu'évidemment, d'anciens socialistes comme Viviani ou Briand vont parfois nommer des socialistes à la direction de services ministériels. Donc, il y en a un, il n'arrivera jamais à se faire élire du côté de Boulogne-sur-Mer, parce qu'il se présente comme candidat socialiste pour faire la révolution, et en même temps, il est directeur du service du travail, de l'administration du travail au ministère. Quelque part, c'est un petit peu gênant quand même. Hein. Donc, effectivement, il y a
c'est en triste, vous pourriez dire. Jaurès est très content d'avoir des relais dans l'appareil d'État parce que, justement, il fait toujours un peu tout, Jaurès. Il est à la fois, il est du côté avec les masses prolétariennes, avec la possibilité de faire une politique de manifestation, de grève, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qu'on écoute, qu'on respecte, que lorsqu'il est interdit de venir parler à Berlin, l'ambassadeur d'Allemagne vient lui-même au domicile de Jaurès lui dire « Monsieur Jaurès, je regrette, mais le gouvernement impérial ne peut pas accepter que vous veniez. » C'est quelqu'un qu'on traite avec ménagement. Et donc, de même, je dirais que par rapport à l'État français, les socialistes sont dans cette position-là. Ils ont fait une unité en disant « D'accord, nous ne serons plus ministres, il n'y a plus de participation ministérielle, nous ne voterons pas de budget, d'accord, c'est dans la charte d'unité, mais nous ne participons pas à la Chambre des députés, or, c'est une république parlementaire. » Les lois, à l'époque, ça a beaucoup changé, se discutent au niveau de la Chambre des députés. Donc, vous avez un certain nombre de socialistes, il n'y a pas que Jaurès, Samba, Broussier, qui ont énormément d'influence et de pouvoir, parce que c'est très important d'avoir aussi des gens qui sont très écoutés dans vos administrations. Le secrétaire d'État des Postes, il sait très bien que Samba, il est très écouté. Et donc, c'est également quelque chose qui, pour répondre au syndicalisme, je suis d'accord avec ce que vient de dire Hugo Roussel, mais évidemment, c'est compliqué cette histoire du mouvement syndical, du mouvement socialiste, parce que est-ce que le syndicalisme doit être indépendant ou pas du socialisme? Moi, je crois que c'est très important en France d'acter le fait qu'en France, on a historiquement choisi l'indépendance. Ce n'était pas donné au départ, on pouvait en discuter. Les blanquistes, à un moment, ont pu penser que les syndicats devaient être subordonnés au socialisme, puis ils ont changé d'avis. Les guédistes, eux, restent toujours sur le modèle social-démocrate. Le syndicat est l'école primaire du socialisme. En gros, il y a la tête et puis il y a les bras et les jambes. Bon, vous voyez qu'il y a la tête et qu'il y a les bras et les jambes. Conception qu'on peut retrouver dans le mouvement de la gauche, d'ailleurs, même au XXIe siècle. Je termine là parce qu'on parlerait des heures, on ne serait pas d'accord. Bon, mais ce qui est important, c'est que justement, en France, Hugo faisait allusion au Congrès de Londres 1896, c'est le moment où Jaurès est le plus influencé, on l'a dit tout à l'heure, par le côté marxiste, guédiste, etc. Et c'est pour ça, à l'époque, donc, il vote effectivement l'exclusion des socialistes, des non-parlementaires qui sont présentés comme des anarchistes. Entre nous, ils ne sont pas du tout anarchistes. S'ils étaient anarchistes, ça fait longtemps qu'ils ne seraient plus dans l'international en 1996. Donc, ces accusations qu'on dit contre eux, ce sont des syndicalistes, peut-être un peu libertaires, qui ne reconnaissent pas, disons, qui reconnaissent pas assez bien l'importance de la lutte électorale, qui insistent un peu trop sur la lutte syndicale. Donc, c'est pour ça qu'on les taxe d'anarchistes. Et c'est pour ça que dans ce congrès d'enguirlandage, et c'est le premier auquel participe Jaurès au niveau international, il vote encore avec les guédistes. Mais il va évoluer. Et en 1906, la fameuse motion d'Amiens, qu'on appelait après charte d'Amiens, qui effectivement prévoit l'indépendance du syndicalisme, eh bien, à ce moment-là, en 1906, Jaurès est entièrement d'accord avec, en fait, cette motion. On oublie trop souvent de dire que cette motion d'indépendance du syndicat par rapport au socialisme, elle est votée contre les guédistes, mais dans la majorité des gens qui la votent, il y a plein de socialistes. Dreyfus, il était candidat aux élections municipales 4 ans avant pour les socialistes, plutôt un vaillantiste à l'époque. Les réformistes du livre, des cheminots qui sont jaurésistes, ils votent la motion d'Amiens. C'est une histoire entre socialistes, un petit peu, la motion d'Amiens. Certes, les anarchistes sont tout à fait d'accord pour voter l'indépendance syndicale, parce qu'ils ne veulent surtout pas évidemment, avoir les guédistes pour leur commander. Mais les socialistes marchent, en gros, avec les libertaires contre les guédistes à ce moment-là, plus ou moins en sous-main. Alors, effectivement, après, mais c'est tout à fait passionnant, Jaurès va donner souvent des articles sur le syndicalisme jusqu'en 1914. Vous les verrez dans le dernier tome si vous le feuilletez à la BN ou ailleurs, ou à la Bibliothèque de Rugum, évidemment. Et Jaurès, c'est quelqu'un qui va dialoguer avec le syndicalisme et qui considère que le socialisme, le syndicalisme et la coopération doivent être les 3 branches du mouvement ouvrier. Et Vaillant et lui sont d'accord là-dessus, il faut qu'ils soient, disons, égaux en droit. Et donc, la CGT n'a pas à obéir à la SFIO et la SFIO n'a pas à obéir à la CGT. Et pareil pour le mouvement de coopération. Jaurès va entièrement réussir par la coopération, il va être un des agents d'influence pour que les coopératives de consommation fassent leur unité en 1912. C'est ce qui va être fait. Et dans le syndicalisme, il va y avoir des crises et autres. Mais enfin, il va y avoir un rapprochement ultime qui se fait sur la base de, comme disait Vaillant, ce que la CGT décide est bien, puisque c'est la CGT qui décide. Et donc, on reconnaît l'indépendance du syndicalisme. Nous savons bien en histoire que ça n'a pas toujours été forcément le cas après, mais ça a toujours été compliqué, parce que même à l'époque où certains dirigeants syndicalistes
étaient en même temps dirigeants du syndicat et membres dirigeants d'un parti politique, ils étaient officiellement libres et indépendants entre les deux. Alors vous allez me dire, c'était parfois un peu biaisé. Bien sûr que c'est un peu biaisé, mais c'est toujours compliqué. Parce que le parti politique en question, le Parti communiste, pour ne pas tourner autour du pot, ne pouvait pas faire non plus n'importe quoi avec la CGT. Vous comprenez? Frachon ou Segui pouvaient très bien dire en réunion de bureau politique, ben non, là, ça ne va pas suivre si vous défendez telle ou telle position. Et ils étaient bien obligés d'avoir les deux casquettes. Bon, alors après, la CGT et le Parti communiste se sont finalement alliés à la position traditionnelle du mouvement ouvrier français, qui est celle du congrès d'Amiens, d'indépendance. Et donc, on a arrêté d'avoir des dirigeants dans les deux partis. Mais ça, c'est effectivement quelque chose qui se construit à l'époque de Jaurès et dont Jaurès va être un acteur et qui est quelque chose de très important que tous les hommes politiques français n'ont pas forcément... Enfin, disons que c'est un travail qui se reprend jour après jour. Parce qu'on est toujours d'accord sur le principe, sauf qu'il y a toujours le moment où on considère qu'on pense mieux que le voisin. Et donc, il est dommage que les syndicalistes soient assez bêtes pour ne pas s'en rendre compte. On peut être écouté par les syndicalistes. Mais disons que c'est quand même quelque chose qui est très... toujours difficile de parler évidemment de leçons de l'histoire. Enfin, qui est tellement ancien dans l'histoire du mouvement ouvrier français qu'il faut quand même bien en prendre de la mesure quand on veut être militant syndical ou politique soi-même. Et c'est très différent des Allemands ou c'est très différent des Scandinaves. C'est pour ça qu'on a une histoire différente. Parce que nous, la gauche, on est quand même toujours des enfants de la Révolution française et des révolutions de 1830-48, même si c'est ancien. Et ça a des conséquences politiques importantes. Je pense que ce qui se passe, par exemple, je ferai un jour un débat là-dessus, dans les social-démocraties scandinaves ou dans le Danemark, à mon avis, est imbrançable en France. Parce que, voilà, nous ne sommes pas des dead ones, nous ne sommes pas des sociodémocrates, donc ce n'est pas le point de vue purement national, disons, des intérêts professionnels qui priment, c'est quand même les principes politiques issus de la Révolution française. Voilà.